Bonsoir à tous. À la une de ce journal, Bafoussam sous le choc après la découverte macabre d'une adolescente de 13 ans victime de viol et sévices corporels selon des témoins. Suspecté d'être le bourreau, le père de la défunte se défend en présentant sa fille comme une délinquante qui aurait perdu la tête. Mais la mort reste inexpliquée. Enquête à suivre en ouverture de ce journal. Et dans l'escale internationale, l'opposition prévoit encore des manifestations en Guinée-Conakry pour dire non à ce nouveau mandat que cherche Alpha Condé. Pendant ce temps, au Mali, la libération de certains otages, parmi lesquels des Français et des personnalités politiques maliennes, suscite la controverse. On en parle dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est la consternation à Bafoussam, une adolescente retrouvée morte dans des circonstances troubles. Les blessures, traces de sang et autres liquides retrouvés sur son corps ont laissé prospérer la thèse d'un viol et des sévices corporels. Selon des témoins, le premier suspect est le père de la défunte, accusé d'avoir brutalisé et abusé de sa propre fille. Il s'est défendu en la présentant comme une délinquante ayant perdu la raison après avoir commis des vols au sein de sa résidence. Le récit des faits avec Leclerc Tsakem. Tungan, au lieu du TPO à Bafoussam ce matin. L'émotion est à son comble. Dans ce domicile pris d'assaut par les populations, le cœur s'en vide la petite Aïcha. L'adolescente de 13 ans, élève en classe de 5e dans un lycée de la ville, ne verra plus jamais ses camarades. Les circonstances de sa mort laissent perplexe l'entourage. La jeune fille aurait été violée avant d'être tuée par son propre géniteur. Ce matin, le monsieur, il a donc tapé sur l'enfant toute la nuit. Il violait l'enfant. C'est donc ce qu'on a constaté. Et après il a tabassé, mais bon, l'enfant, on a compris les bruits, la femme l'a crié, nous sommes sortis. Nous avons compris un cri en route, on pensait que c'était l'agression. Nous sommes sortis, moi et ma petite voisine, arrivés en route, nous avons compris que le cri était proche de nous. Nous sommes allés chez le voisin, toquer à sa porte quand il criait. Tungan 2 m'a conditionné, Tungan 2 a donné la poudre jaune à mon enfant. Nous avons toqué la porte, il a ouvert, il nous a dit « Maman, le soir j'ai un peu fouetté cette petite fille. Elle m'a volé 200 francs et la semaine passée elle m'avait volé 20 000 francs. Mais je l'ai un peu corrigée tout simplement. Je suis sortie, elle était couchée dehors disant qu'elle était fatiguée. Moi-même j'ai vu qu'elle était fatiguée, j'ai demandé qu'une femme en période menstruelle ne peut pas dormir sans se laver. J'ai lavé ma fille, j'ai porté ma fille à la mettre au lit. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et à la maison, la fille a crié, elle a dit « Laissez-moi, je ne veux pas partir, je ne veux pas partir. » J'ai demandé que tu pars comme ça avec les qui. Elle a cité 2 noms d'élèves de Tungan. C'est ce que le père nous a dit. Elle a cité 2 noms des élèves de Tungan. Et elle enlevait les clous sur la moto, l'ancienne moto pour se déchirer, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'il a dit. Il a demandé où sont les 200 francs, elle a dit c'est déjà parti. Et quand il a dit ça, nous on pensait que l'enfant était couché à la maison, étant vraiment blessée, pas morte. Quand il a déjà dit qu'elle est morte, nous avons pris fuite. Nous sommes sortis, allez ici, j'ai crié, faire sortir le quartier. Dans l'une des pièces de la maison, des traces de sang sur un matelas de sortie sur lequel aurait été commis le crime. Le mis en cause a été extrait des mains de la foule furieuse avant notre arrivée sur les lieux. Au-delà de l'émotion, la colère est au bout des lèvres du voisinage. Maman, ton enfant. Ouais, c'est la douleur. L'enfant là. Je vous dis que c'est la douleur. Parce que étant chez l'enfant, il bastonne l'enfant, il porte le corps maintenant, il l'a pas arrangé. Il avait le sperme le matin. C'est pour ça on a même torché. Moi-même j'ai. L'enfant était à monter avant qu'il a fait ça. L'on apprend que l'homme conducteur de l'engin de roues à usage commercial a divorcé de son épouse et depuis quelques années et vit désormais avec ses 3 enfants. Actuellement dans les mailles des forces de l'ordre pour exploitation à
afin que lumière soit faite sur cette affaire de trop pour des actes similaires qui nourrissent tristement le quotidien des Camerounais. Encore une affaire de vol présumé de bébés à l'hôpital central de Yaoundé. Simone accuse le personnel médical d'avoir dérobé l'un de ses enfants alors qu'elle venait de mettre au monde des jumeaux. Malgré les multiples échographies faisant état d'une grossesse gémellaire, les mises en cause nient leur implication, invoquant le fait qu'ils ont trouvé un seul bébé dans son ventre et l'extrait durant l'accouchement. L'imagerie médicale présentant 2 fœtus a-t-elle trompé cette jeune mère ou serait-ce la pièce maîtresse révélatrice d'un trafic de bébés volés dans une formation sanitaire? Au-delà de l'enquête prescrite par le directeur de l'hôpital, je vous invite à suivre les investigations menées par Rodin Gassi et Marcelin Gansop. C'est un couple désemparé que nous retrouvons au quartier Kouaban, dans l'arrondissement de Kolafamba. Très affaibli, Simone Betsem marche à peine une dizaine de jours après sa sortie d'hôpital. Elle porte encore les séquelles de l'accouchement qui s'est effectué le 2 octobre dernier par césarienne à l'hôpital central de Yaoundé. Mais ce sont les circonstances dans lesquelles elle a accouché qui l'affaiblissent davantage. Le couple Betsem croit Dieu comme faire avoir mis au monde des jumeaux, et notamment 2 garçons, et que l'un a curieusement disparu en salle d'opération. C'est comme ça qu'on m'amène au bloc dans l'après-midi, autour de 14 h. Et on a chassé toute ma famille. Ceux même qui voulaient rester au couloir, on leur a dit on ne voit personne. Quand maintenant on me place sur la table, ils ont placé tout, le dispositif était prêt. Avant qu'on ne procède à l'opération, le chirurgien me dit: Madame, est-ce que vous aimez partager avec les autres ce que vous avez? Ils ouvrent dans le van et entre-temps, ils m'ont dit de ne pas tourner la tête, de ne pas les regarder. Parce qu'il fallait toujours regarder de l'autre côté et pas à la porte de sortie. Sous prétexte que non, le sang qui passait là pouvait sauter sur la veine. À un moment, je constate seulement la disparition de la majeure du bloc. Et elle réapparaît seulement quand on est à la fermeture du ventre. Et entre-temps, quand ils enlèvent donc celui-ci, l'autre bébé, ils me disent: oh madame, vraiment l'échographie nous a trompés. Ils me disent: c'est ce que tu dois comprendre. Nous venons de te présenter un bébé. Est-ce que tu as vu 2 bébés ici? Et c'est comme ça qu'ils sont encore allés appeler mon mari pour dire à mon mari: vous-même venez aussi confirmer qu'on n'a que trouvé un bébé. Pour appuyer et soutenir leurs soupçons, Monsieur et Madame Betsem présentent les résultats des différentes échographies. Les premières ont été réalisées à Akololinga, où vit le couple, et les dernières ont été faites à Yaoundé, peu avant l'accouchement. Moi, je sais que depuis Akololinga, on a fait des échos. Ici même, nous avons encore fait. Et tous les jours, on venait vérifier, contrôler, pour voir si effectivement le battement des cœurs des 2 bébés était effectif. Ils contrôlaient tous les jours. Chacun passait à tour de rôle. Mais ça me surprend que tout d'un coup, les choses ont changé. Et c'est à l'hôpital Sankara qu'on a déterminé le sexe des enfants. Ils m'ont dit que c'est 2 garçons. J'étais très contente ce jour, sans savoir ce qui m'attendait après. Que s'est-il donc passé ce fameux 2 octobre, alors que le couple Betsem avait déjà pris toutes les dispositions pour accueillir non pas 1, mais 2 bébés? Difficile pour l'instant d'avoir toutes les pièces du puzzle. Contacté par nos soins, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Joseph Fouda, n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant, préférant s'en remettre au résultat de l'enquête qui a été ouverte. Une enquête qui fait suite à la plainte déposée à la gendarmerie par le couple Betsem le 7 octobre dernier. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. On n'achète pas les enfants dans une boutique. La vie humaine a beaucoup de prix, donc j'étais obligé de porter plainte. Au niveau du 7, c'est ce qui a été fait le plus tôt possible. Le directeur dit non, c'est inadmissible. Avec toute la sécurité qu'il y a à l'hôpital central, il ne pense pas que quelque chose pareil peut se passer dans son centre hospitalier. Je lui ai dit: docteur, ce n'est pas des histoires, on a volé mon fils. Je lui ai présenté les échographies d'Akololinga et de l'hôpital central qui confirment qu'il s'agit des jumeaux. Bref, c'était un peu pour m'amener à comprendre que même les échographies peuvent se tromper. Il a tenu un discours que je n'ai pas partagé. Et il nous a dit de toutes les façons que la gendarmerie fasse son travail pour que la vérité sorte. Parce qu'il s'agit d'une vie. Si c'est le cas, ces personnes méritent d'être punies parce que c'est un crime.
C'est ce qui m'a fait comprendre. Si le pasteur Jean-Jacques Betchem Aroga et son épouse espèrent que toute la lumière sera faite sur cette affaire, il ne cesse cependant pas de verser des larmes depuis plus d'une semaine. La douleur est d'autant plus profonde qu'en 22 ans de mariage, le couple n'a pas eu beaucoup de chance en matière de procréation. Parce que nous avons beaucoup souffert. Et après 17 ans, que Dieu nous a donné ce garçon que vous voyez, qui aurait bientôt 5 ans. Et Dieu a béni pour essuyer nos larmes en nous donnant 2 enfants. Mais comme le diable n'est pas content, il est jaloux, il a voulu enlever un. J'ai foi que par la grâce de Dieu, ce dernier sera retrouvé. Si vous êtes humain et que vous connaissez ce qu'on appelle la douleur d'une mère, s'il vous plaît, rendez-moi mon enfant. Je veux rentrer avec mes 2 enfants. J'ai fait 66 fausses couches. Ce n'est pas pour continuer à pleurer aujourd'hui. Rendez-moi mon enfant. En attendant, la famille se contente de bébé Pierre Ostrand Aroga et de l'aîné Jean-Jacques Caleb Bethem qui va bientôt souffler sur sa 5e bougie. C'est l'unique enfant que le couple a pu avoir jusqu'ici. Désormais, la famille Bethem, dont le chef est pasteur à l'église messianique évangélique du Cameroun, ne vit que de prières. Dans la capitale économique, le plan d'urgence d'assainissement de la ville a-t-il prévu une stratégie de prévention et de lutte contre les catastrophes à venir dans les zones à risque? Un danger permanent menace la vie de centaines de ménages installés dans un ravin profond de 20 mètres. Là-bas, les risques d'éboulement de terrain font peur, mais les populations démunies y vivent toujours. Elles se plaignent d'être victimes des dégâts environnementaux orchestré durant les travaux d'aménagement de la route et la construction des infrastructures à Douala. Warren Zede Kediara présente ce décor effrayant dans ce reportage. Quartier Kongi Carrière, situé dans l'arrondissement de Douala 3e, est le pôle en construction d'un ravin qui ici aussi menace dangereusement la sécurité des populations. Mais oui, c'est une déviation de l'écoulement d'eau. Ça a commencé tout petit. Un beau jour, il paraît qu'un voisin aussi a voulu assainir un peu le petit coin. Ça a donc secoué le talus. Et ce qui a suivi, c'est que la terre s'est fragilisée. Et nous en sommes où vous voyez là. Les propriétaires terriens ont porté le gros lot parce que des petites maisons qui étaient louables hier aujourd'hui ne sont plus habitées. Mais sans oublier que dans ce grande crevasse-là, il sort aussi de la... Qu'est-ce que je veux dire? Du beau sable. C'est tout ce que nous en profitons. Une entreprise située juste au-dessus de ce ravin a vu son portail, mieux sa barrière, détruite. Et par cette occasion, toutes les eaux en ruissellement, que ce soit des eaux de pluie ou alors des eaux utilisées par les habitants du quartier, se déversaient ici, dans ce pôle, qui aujourd'hui est un endroit superbement dangereux parce qu'il a formé une sorte de cuvette dans le quartier. Une cuvette dans laquelle de l'eau se remplit quand il pleut, provoquant à cet endroit même des inondations. Ça a pris toutes mes choses de la maison, le matelas, tous mes marmites. Et même maintenant, il y a encore l'eau. Lorsqu'il pleut, nous sommes obligés de sortir avec des pelles et les brouettes pour dégager la boue, pour céder le passage aux usagers. Mais chaque fois, on se bat avec les petits sacs de gauche à droite pour essayer de caler l'eau pour ne pas être inondé. Vous pouvez le voir en image, comment les populations délogées par les eaux ont choisi de quitter, de libérer leurs maisons pour la sécurité des enfants, des maisons qui sont aujourd'hui abandonnées et qui attendent d'être détruites aux prochaines pluies. On a perdu plus de 5 maisons là, ceux qui y étaient, on les a fait partir. La mairie a fait une descente, il y a un dossier pendant entre les maires de la mairie. Madame le maire, le 6e adjoint au maire a fait une descente. La Marzi a fait une descente, a fait évacuer les eaux. Les eaux qui descendaient ici à un autre plus bas, sur la route qui descend plus bas au fond du quartier. On se croirait dans le décor d'un film. Ce ravin, tel une épée de Damoclès, trône sur la sécurité des populations. Pour Equinox Télévision, depuis le ravin du quartier Kongi Carrière, situé dans l'arrondissement de Douala 3e, nous sommes Dani Warren-Zieu et Kediara. Ils étaient inquiets au sujet de la disparition du père Ludovic Lado. Il a donné ses nouvelles sur son compte Facebook. Il dit être libre.
Il a été interpellé non loin des DEA par des forces de police. Le prêtre catholique a été stoppé dans son initiative de marche entamée hier à Douala, dans un esprit de pèlerinage et de fraternité. Il comptait à travers cette marche prier pour le dialogue, la justice, la paix et la réconciliation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce jésuite a initié cette marche pour que le sang humain cesse de couler au Cameroun, au regard des violences meurtrières et des atrocités décriées dans les régions anglophones. Il a décidé d'exorciser le démon de l'indifférence pour engager un pèlerinage devant le conduire à Yaoundé, en plus d'appeler à la réparation des crimes et la réconciliation dans les régions anglophones. Il a déclaré qu'il marche aussi pour les détenus des manifestations du 22 septembre 2020 et il prévoyait de rendre visite à Olivier Boudou-Nsak. Dans son premier trajet, vous le voyez en image, il était en compagnie d'un observateur et rejoint plus tard par un activiste brandissant l'arbre de paix avant d'être stoppé et interpellé par la police. L'initiative du père Ludovic Lado a ému les populations riveraines qui ont sollicité au passage les bénédictions. Et aux dernières nouvelles, sur son compte Twitter, il a indiqué qu'il est désormais libre. D'autres témoins font état de ce qu'il a été ramené à Douala par les forces de police. Dans le reste de l'actualité, le préfet du Mbamekime expérimente le calvaire des populations prises au quotidien au piège de nombreux bourbiers qui jonchent la route Ntui-Yoko et sur la nationale numéro 15. Malgré la mobilisation des entreprises prestataires, les populations déplorent la lenteur dans la construction de cette route. Elles souffrent le martyre au quotidien au regard du mauvais état de la route. C'est le constat que font Charles Melingui et Marcelin Gansop. En route pour l'installation de l'exécutif municipal de Yoko, le préfet du département du Bas-Mekime a eu maille à partir avec les nombreux bourbiers qui jonchent le tronçon Tui-Yoko sur la nationale numéro 15. Ici, c'est un pick-up qui est fait prisonnier depuis plusieurs jours. Comme vous voyez la route comme ça, la route qui quitte 28, ça part jusqu'à Mambongue, Njinja, jusqu'à Kolongo là-bas, la route, il y a trop le bobin en route, il y a trop l'eau. Quand on passe avec la moto, ça gâte trop la moto. Impossible de sortir de cette prison à laquelle les usagers sont habitués. Tout à côté, l'unique voie de contournement est également bloquée par un autre véhicule. Des gros bras sont appelés à renfort pendant qu'une file de véhicules commence à se constituer de part et d'autre. Le préfet du Bas-Mekime commence à perdre patience. C'est que les travaux de construction de cette partie de la nationale numéro 15 piétinent et ce sont les usagers qui trinquent. Avec ça, mais on passe à roue, il y a le contrôle à roue qui nous dérange aussi, alors que la route est très mauvaise. Si la route était bien, avec ça, là, s'il y a le contrôle à roue, à combien on va payer, mais c'est que nous dérange parce que la route est très grave, mauvaise. Des difficultés corroborées par le maire de la commune de Yoko, qui dans un premier temps tente de calmer le jeu. La praticabilité de la route, la nationale 15, je comprends, les villageois un peu sont remontés, c'est difficile. Ce que je peux leur dire, c'est leur trouver un message d'apaisement. Vous savez, les procédures de présélection, les procédures de sélection d'un prestataire devant remplacer l'entreprise Elevo qui a été reconnue défaillante sur le lot 2, ça prend du temps, que nous soyons patients. Le maire de Yoko va ensuite assommer l'entreprise qui évolue à pas de tortue sur le lot numéro 3. Un chantier pourtant gagné depuis plus de 4 ans, sans une réelle avancée des travaux sur le terrain. C'est que sur le lot 3, Mamkim Yoko, l'entreprise est là, mais depuis quelque temps, ces prestations se résument à des terrassements généraux. Elle est ici depuis 4 ans, elle n'a pas encore posé un mètre carré budget. Les gens commencent à se poser des questions. La carrière de concassage ne fonctionne pas, son personnel toujours en promenade, qu'elle arrête de décrédibiliser le message des acteurs institutionnels. Elle doit nous apporter du résultat. Pendant que les travaux piétinent, les populations riveraines et les usagers de la route Tui-Yoko, Roi du Noir, partis d'un bout à l'autre, est un véritable chemin de croix. Et il n'est pas rare que des usagers passent la nuit à la belle étoile, parce que le véhicule est coincé dans un bourbier. Un spectacle récurrent en saison des pluies, et le préfet du département du Bas-Mekime l'a appris à ses dépens.
La mise en eau d'une flotte nautique du port autonome de Douala s'est déroulée en présence du Premier ministre. Joseph Dion-Ngouté a salué la transformation nécessaire pour l'amélioration de la compétitivité de la plateforme portuaire de Douala. Le Premier ministre a présidé la cérémonie ce jour. Compte rendu, Emmanuel Diop, Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Sur la place portuaire de Douala, le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté et plusieurs membres du gouvernement, tous venus de Yaoundé, inauguré la mise à l'eau de plusieurs engins nautiques que vient d'acquérir le port autonome de Douala. Dans son allocution de circonstance, le directeur général Cyrus Ngo parle d'un investissement conséquent pour autonomiser le dragage du chenal, principale voie d'accès des navires cargo au port autonome de Douala. Jusqu'à présent, le dragage était effectué par des entreprises étrangères. Désormais, nous allons le faire par nous-mêmes. Et l'ambition que nous avons, c'est de partir d'une dépense annuelle de dragage de plus de 10 milliards par an à moins de 5 milliards. Visitant quelques-uns de ces mastodontes à curer ce chenal, de la bouée de base jusqu'au quai, le Premier ministre y voit un argument de compétitivité assuré pour le port autonome de Douala. Le port autonome de Douala est en train de se transformer en un véritable pôle pour la sous-région de l'Afrique, non seulement centrale, mais de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes très édifiés par ce que nous venons de voir. Au cours de cette cérémonie, plusieurs employés et hauts cadres du port autonome sont décorés pour leur engagement à faire rayonner cette institution. Avant cette inauguration, le chef du gouvernement a fait le tour des différents compartiments du port autonome de Douala, notamment le parc à bois, le terminal à conteneurs ou encore la zone sous-douane. Vous ne le savez peut-être pas, mais le cancer du sein est l'un des plus meurtriers chez les femmes. Près de 18 000 cas enregistrés chaque année au Cameroun et 2000 décès. Le dépistage tardif est la première cause de mortalité chez les femmes atteintes de cette pathologie. À l'occasion du mois d'octobre rose consacré à la lutte contre le cancer du sein, des spécialistes de la santé publique tirent la sonnette d'alarme et attirent l'attention des jeunes femmes sur cette épineuse question. Évocation avec Nadine Yambou. Le cancer du sein, qualifié de tueur silencieux par les experts en santé, fait partie des plus virulents de la lignée. Le cancer du sein est au Cameroun aussi, d'après certaines études hospitalières, le premier cancer de la femme. De plus en plus, on a des femmes jeunes, à peu près un tiers des femmes de moins de 40 ans ont le cancer du sein. Donc ça devient vraiment un problème aigu, puisque à l'époque, le plus souvent, le cancer, on voyait des personnes âgées. Bien plus, chaque année, près de 2000 femmes meurent de cancer du sein au Cameroun, avec près de 18 000 cas recensés. La prévalence de plus en plus élevée de cette pathologie peut se justifier, selon des médecins, par des facteurs génétiques et environnementaux, dont le stress et l'âge. Lorsque on est dans une famille où il y a des modifications de certains gènes, on peut avoir la prédisposition. Ça, c'est des facteurs non modifiables. Il y a des facteurs liés aux hormones. Par exemple, une femme qui a ses premières règles très précocement, une ménopause très tardivement, est longtemps exposée aux hormones. Une femme qui a accouché tardivement son premier enfant. Il y a quelques autres facteurs de risque modifiables, notamment l'obésité, l'inactivité physique, la consommation excessive de graisse animale, d'alcool et puis le stress chronique. D'après les études menées par des experts, près de 80% des femmes diagnostiquées du cancer du sein au Cameroun arrivent dans des hôpitaux à des stades très avancés, ce qui complique la prise en charge. Or, le dépistage précoce permet d'éviter le pire. Lorsque la maladie est dépistée tôt, peut être curative, et le plus souvent curative. Ça veut dire qu'on va mettre en jeu tous les moyens dont nous disposons, les moyens chirurgicaux, les moyens physiques tels que la radiothérapie et les moyens chimiques tels que la chimiothérapie. Il y a d'autres médicaments qui peuvent être pris par voie orale, on parle de l'hormonothérapie ou bien d'autres thérapies ciblées. Pour lutter efficacement contre le cancer du sein, les formations sanitaires publiques, dont l'hôpital général de Douala, ouvrent leurs portes au grand public durant ce mois d'octobre rose,
pour des campagnes de sensibilisation et de dépistage sur les cancers du sein. Il y a la mammographie qui va être faite tout le long du mois d'octobre à des prix réduits, les échographies mammaires aussi. Et nous avons la journée du 15. Au cours de laquelle nous allons réaliser des dépistages par l'examen clinique, l'examen physique des seins. Celles qui seront dépistées avec une anomalie, bien sûr, iront en radiologie et puis pourront être prises en charge dans la suite. Nous disposons d'un plateau technique suffisant pour la prise en charge. Si les femmes demeurent les principales victimes du cancer du sein, les hommes sont également concernés par le phénomène. Dans le monde, on recense environ 1% d'hommes touchés par le cancer du sein. Aux frontières du Cameroun avec le Tchad et la Centrafrique, une insécurité grandissante frappe de plein fouet la région du Nord, victime des incursions de bandes armées. Les populations sont confrontées au vol de bétail et aux prises d'otages. Cependant, l'armée camerounaise s'est engagée à déployer une nouvelle stratégie de sécurisation de la zone. D'autres détails avec Jean-Blaise Noupayé, Eric Ouattat et Eric Fopoussi. Depuis quelque temps, les populations du département du Mayoré, région du Nord, sont en proie aux multiples incursions et attaques des groupes rebelles venant du Tchad ou de la RCA, ainsi qu'au vol de bétail, doublé du phénomène de prise d'otages. Le vol de bétail, c'est un truc général. Parfois dans les villages et en brousse, il y a aussi les otages qu'on prend partout, c'est toujours sur le bétail. C'est ça, la population n'est pas à l'aise tout le temps, ils se plaignent. Le général de brigade Aga Robinson, commandant de la 3e région militaire interarmée, vient d'effectuer une mission de contrôle opérationnel de 2 jours à Bokdibo, localité à la frontière du Tchad, et à Baïboum, ville limitrophe à la RCA. Le constat est clair, la situation est calme. Les mesures que nous avons prescrites et que nous avons prises portent ses fruits. Je peux donc vous assurer que des deux côtés des 2 frontières que nous avons visitées, que la situation est sous contrôle. Et j'ai presque la vigilance à nos hommes. Dans la localité de Baka, près de la frontière entre les régions de l'Adamawa et du Nord, le colonel Djoka Dominique et ses hommes ont repéré un emplacement où des bœufs volés sont chargés pour des ventes frauduleuses à Yaoundé et Douala. Ce phénomène de vol de bétail part de pair avec les prises d'otages et le coupeur de route. Nous avons donc interpellé certains malfrats et qui sont passés aux aveux en disant que les bœufs qui sont dans la brousse d'Mbaka sont les bœufs volés. Bon, nous avons donc mené cette opération de convoyer tous ces bœufs arrivés ici et nous allons remettre les bœufs maintenant entre les mains des autorités compétentes. La mission de contrôle opérationnel a été aussi l'occasion de décorer le soldat Badawe Barandi. Il y a quelques semaines, il a réussi tout seul à mettre en déroute 6 preneurs d'otages, une bravoure qui a permis de libérer 4 personnes. Nous vous décernons la médaille de vaillance à l'ordre de la nation avec palme. La sécurisation de cette partie du pays est capitale pour la quiétude des populations. Il est d'ailleurs recommandé vigilance et collaboration avec l'armée. Dans l'escale internationale, une controverse après la libération du leader de l'opposition au Mali et des humanitaires français. Les circonstances restent encore floues. D'aucuns estiment que de l'argent a été payé afin de pouvoir récupérer et libérer ces personnalités politiques et humanitaires français. Et en Guinée-Conakry, l'opposition multiplie les manifestations contre la candidature d'Alpha Condé, lui qui est toujours en campagne, candidat à sa propre succession. Il dit être en forme au regard des multiples critiques de l'opposition sur sa santé. Il estime qu'il sera le vainqueur de cette élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain. La mouture internationale a ainsi signé Julienne Berthe-Bissaille. La campagne électorale pour la présidentielle en Guinée-Conakry se poursuit. Arrivé à Kisidoko, dans le sud du pays, le président sortant Alpha Condé a dénoncé les violences enregistrées entre ses partisans et ceux de son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo. Le chef de l'opposition guinéenne venait tenir son meeting dans le fief d'Alpha Condé. Son cortège a été bloqué à l'entrée de la région de Kankan, le contraignant à rebrousser chemin.
S'agissant du troisième mandat que s'apprête à briguer Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo a critiqué l'état de santé du chef de l'État à diriger le pays pour les 5 prochaines années. À une semaine du scrutin du 18 octobre, la campagne électorale n'a pas encore livré tous ses faits divers. Et tout à côté, la libération de Soumaïla Cissé et Sophie Petronine suscite de vives polémiques au sein de la classe politique française. Selon des sources au cœur du dossier, la libération de ces 2 otages aurait été conditionnée par la sortie de prison de près de 200 détenus présentés comme des djihadistes. Les politiques français y voient dans cette remise en liberté un danger pour les soldats français engagés dans la guerre contre le terrorisme au nord du Mali. L'ancien ministre malien Soumaïla Cissé et Sophie Petronine ont été libérés le 8 octobre dernier. Un public reportage dans ce journal. La crypto-monnaie est en plein essor dans le monde. Le volume d'échanges a connu une croissance significative et le Cameroun est désormais une terre d'opportunités grâce à la plateforme LiPlimal implémentée par Global Investment sur le plan national. La simplification des modalités d'investissement dans les monnaies numériques et le statut des membres de la galaxie LiPlimal ont permis de célébrer l'un de leurs membres qui est désormais coach. Évocation dans ce reportage. Une Prado VXR 2020, toute neuve et toute flambante, arrosée au ruinard. Madame Claudine Manga reçoit sa grosse cylindrée à l'issue d'une cérémonie à l'hôtel La Falaise de Douala Bonapriso. Ça c'est votre véhicule, c'est une Prado qui a plusieurs clés. Vous avez travaillé dur, vous avez pris un projet et aujourd'hui vous êtes bénéficiaire de ce Prado VXR couleur marron au niveau des fauteuils. Félicitations. Elle est ainsi élevée à la dignité de coach, une consécration après 2 ans de placement d'argent dans l'industrie de la crypto-monnaie à travers la plateforme LiPlimal. Mon histoire avec LiPlimal, ça commence le 22 juillet 2018. Le premier coach qui est en même temps ma hiérarchie dans notre entreprise, la SNH, donc il m'invite, mon mari et moi, à l'hôtel Sawa pour nous parler parce que mon mari, ils ont fait Polytech ensemble. Donc il nous invite donc pouvoir nous parler du business. Le fondateur de LiPlimal est Sim Émile Parfait, un ingénieur informatique de formation passionné de trading. En 2016, il investit dans les monnaies virtuelles. Ses investissements lui rapportent gros. Il décide donc de partager son expérience. À travers la crypto-monnaie qui est un nouveau secteur d'activité, les Africains ont la possibilité de sortir de l'enclavement financier. Donc je me dis que à travers les crypto-monnaies, tous les Africains peuvent quitter de la pauvreté pour devenir riches. Pas être riche pour absolument construire des immeubles. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des Africains qui peuvent manger comme ils veulent, au moins 3 fois par jour, qui peuvent vivre là où ils veulent, dormir dans la maison de leurs rêves, conduire les véhicules de leurs rêves, vivre comme un citoyen normal, comme Dieu a prévu. Nous ne respectons que les principes bibliques. Les packs LiPlimal génèrent des revenus aux clients en fonction de l'évolution du cours des crypto-monnaies. C'est comme le bail Amselam qui vend la tomate au marché. Il sait à quel moment acheter la tomate au marché à Fumban et il sait à quel moment venir la vendre au marché Sadaga. LiPlimal, qui est un produit de l'entreprise Global Investment Trading, signifie en français la pauvreté est finie. Mais il ne s'agit nullement d'argent facile. Lorsqu'on a gagné de l'argent, qu'est-ce que cet argent devient? Il faudrait que cet argent travaille aussi pour nous. Nous sommes dans la logique selon laquelle l'argent doit travailler pour nous. C'est ça qui paraît facile, mais ce n'est pas facile. Parce que pour mettre l'argent à son service, il faut d'abord travailler dur pour avoir cet argent. On ne ramasse pas l'argent en route. La cérémonie de remise de la Prado VXR 2020 et de la somme de 36 000 $ à l'heureuse élue était également l'occasion de belles prestations artistiques. Que moi j'ai investi ici là. Dès que lui aussi investi, toi l'argent ça joue. Milliardaire, devenez milliardaire. LiPlimal poursuit son chemin et envisage à l'horizon 2022 atteindre le cap d'1 million de crypto-millionnaires. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Auto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain.
La longue marche du père Ludovic Lado s'arrête au niveau du département de la Sanaga-Maritime. Il a été stoppé net par des forces de l'ordre qui l'ont ramené à Douala, et sur son compte Twitter, il parle d'une folle journée avec les forces de police. Il donnera les détails plus tard, mais ce que l'on sait, c'est que la marche a été initiée depuis hier, après un message rendu public sur son compte Facebook, message où il annonçait un pèlerinage, une marche selon lui pour apporter son soutien, sa solidarité aux populations victimes des violences meurtrières dans les régions anglophones. Une marche qui devait l'amener à Yaoundé afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'urgence d'une réconciliation nationale, l'urgence des réformes à mettre en œuvre pour faire face à la crise anglophone. Une marche également, disait-il, pour soutenir et appeler à la libération des personnes interpellées dans le cadre des manifestations du 22 septembre 2020. La police le suivait de très près, visiblement. Après 24 heures de marche, il a été ramené à Douala. Les circonstances de cette interpellation restent encore floues. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel de qu'il en soit, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.